Votre magazine avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Bonjour et bienvenue, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission sur le repère des motards. On va vous parler d'électrique. Et oui, vous avez une moto électrique, vous avez un scooter électrique, vous voulez savoir un peu comment ça marche, mais quels sont les bons réflexes pour l'autonomie, ce qu'il faut savoir quand on achète un véhicule électrique, et notamment pour les histoires de batterie, de recharge. On est parti, on est chez Go2Roues, qui est l'importateur majeur en France de véhicules électriques, et on va parler au directeur technique. Franck, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de tout ce qui est réparation, entretien des deux roues électriques au sein de Go2Roues. C'est quoi la clé de l'entretien pour un deux roues électrique aujourd'hui, par rapport notamment à du thermique? On va avoir beaucoup moins d'entretien que sur un thermique, mais on en a quand même un petit peu. C'est-à-dire qu'on a toujours une partie cycle comme un thermique. Tout ce qui est frein, pneumatique, système de frein, on a du liquide de frein comme sur un thermique. Donc tout ça, c'est de l'entretien. Par contre, on n'a pas tout ce qui est huile moteur, filtre à huile, filtre à air. Tout ça, on ne retrouve pas sur l'électrique. Donc il y a un coût moins important, mais il y a quand même toute la partie cycle à contrôler qui est assez importante. Et au niveau batterie, je vois que vous avez plein de batteries désossées. À chaque révision, il faut désosser les batteries? Pas à chaque révision, surtout quand le client peut se plaindre d'un problème d'autonomie. Et sinon, on va quand même faire un contrôle de la batterie, ne serait-ce que des cellules, le BMS, Battery Management System. Et donc, souvent, des clients laissent leur batterie dans les véhicules branchés et partent quelques temps en congé, en vacances, ou des week-ends prolongés. Et ce qui fait que la batterie chute, passe en décharge profonde, on ne peut plus la recharger. Donc de là, on est obligé de l'ouvrir, rééquilibrer chaque cellule, contrôler que le BMS va bien, et ensuite refaire une charge classique. Et quand on parle de chaque cellule, en fait, c'est chaque mini-pile qui est là. Là, on a l'avantage de l'avoir. Chaque cellule, alors c'est des blocs de cellules, et une cellule représente plusieurs piles. Elles sont branchées en série, ce qui donne un certain voltage et un certain ampérage. Donc là, il y en a de plein de marques différentes. On voit du V-Moto, du Tinbot. Est-ce qu'il y a des grosses différences ou finalement, à part le BMS, ce sont les mêmes cellules qui sont en dessous? Ça va jouer beaucoup sur l'autonomie, c'est-à-dire les milliampères de chaque petite cellule. Plus les milliampères sont élevés, plus on a d'autonomie. Donc on peut avoir un gain de puissance dans une cellule qui va prendre pas forcément beaucoup plus de place, mais on va avoir vraiment beaucoup plus d'autonomie sur le nombre de cellules d'une batterie. Bon, ça, on ne l'a pas chez soi par contre. Non. Et ce n'est pas un chargeur non plus type CTEC ou… On peut en avoir, mais après, il faut savoir l'utiliser, il faut faire attention, il faut être formé pour. Ce qu'on voit ici, là, c'est parce que vous êtes dans un atelier, on a des agréments. Voilà, on manipule chaque batterie. Dès qu'on les manipule, qu'on les ouvre, on utilise des gants électriques. On a des casques aussi. On a tout un système de protection pour les batteries. Là c'est vraiment uniquement de la recharge. On ne rentre pas dans une étape où on ouvre chaque cellule. C'est là où vraiment il faut s'équiper complètement et être plus dans une pièce renfermée. Et c'est quoi les conseils de charge d'un scooter électrique ou d'une moto électrique? Les conseils sont assez simples. Il faut faire au minimum une charge par mois. Faire attention que votre batterie, si vous la laissez stocker chez vous, qu'elle soit à minima à 50%, à une température au-dessus de 10 degrés. Donc vous pouvez la laisser dans votre garage l'hiver, du moment qu'elle ne prenne pas le froid, qu'on soit dans les températures négatives. Évitez surtout de la laisser brancher dans le véhicule pendant plusieurs jours sans l'utiliser. Alors la laisser brancher à quoi? Au chargeur ou simplement le fait qu'elle soit branchée dans le véhicule? Uniquement le fait qu'elle soit branchée dans le véhicule. Beaucoup de véhicules ont des disjoncteurs pour couper l'alimentation. On conseille quand même toujours de débrancher le faisceau de la batterie. Donc on peut laisser la batterie dedans pour quelques jours. Si après on est amené à la laisser plus longtemps en hivernage par exemple, là il vaut mieux la sortir et une fois par mois se mettre une petite note. Je l'ai rechargée tel jour, je la recharge un mois après. Et quand on a utilisé par exemple un scooter électrique sur 100 km, on peut le mettre en charge tout de suite ou il vaut mieux attendre que la batterie refroidisse? Toujours attendre effectivement, cette information on ne l'a pas souvent, toujours attendre à minima 15 minutes avant de remettre en charge son véhicule. Alors pourquoi? Parce que tout simplement la batterie chauffe, tout ça chauffe, les cellules chauffent. Nous on ne le ressent pas, le client ne le ressent pas quand il prend sa batterie, mais à l'intérieur c'est chaud. Donc quand on va aller mettre en charge son chargeur, il a aussi des capteurs de température. Il peut dire non, je ne recharge pas et pas lancer la recharge. Alors toujours au mieux, si possible, attendre 15 minutes avant de recharger sa batterie.
Et après, quand on charge, est-ce que c'est grave de laisser le chargeur en permanence sur la batterie? Typiquement, on se dit, tiens, je rentre chez moi à 20 h le soir, il y a 6 heures de charge, ce qui est le cas sur un certain nombre de scooters, voire 8 pour d'autres. Ben, je le laisse jusqu'à demain matin, donc une charge de 12 heures, où il vaudrait mieux l'arrêter, le chargeur, dès que la batterie est chargée. On conseille toujours de ne pas dépasser les 36 heures. Pourquoi? Parce que le chargeur, au bout d'un moment, va dire « Ok, je suis chargé, je m'arrête ». Il ne va pas, lui, maintenir la charge. La batterie, elle va s'affaiblir tout doucement. Si on le laisse plus longtemps, lui, il ne va pas comprendre pourquoi il est déjà branché. On lui dit « Je suis chargé » et d'un coup, les cellules sont déséquilibrées. Donc, il faut éviter, pour qu'il y ait une mauvaise liaison entre la batterie et le chargeur, de les laisser brancher plus de 36 heures en moyenne. Et est-ce qu'il y a des vraies différences entre tous les chargeurs? Parce qu'ils prennent à peu près tous à peu près la même place. On retrouve des ampérages plus importants, donc une charge plus rapide. Au niveau de l'ampérage, c'est ça qui va donner la rapidité de charge de la batterie. Mais c'est quand même mieux d'avoir un chargeur avec un petit ampérage parce qu'il va faire une charge lente et c'est mieux pour les cellules. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire, en fait, c'est d'avoir une charge à la limite très très lente qu'on ne peut pas faire soi-même. Là, comme on voit sur le chargeur, on est en 2 ampères. En principe, on les fait à 1 ampère sur des charges vraiment basses. Mais là, comme on est déjà assez haut sur ce type de batterie, on est passé à 2 ampères. Et ça, il faut revenir chez vous pour qu'une batterie ait droit à une charge lente, en fait. Tout à fait. Ça va être dans un cas d'entretien, de problème de décharge profonde, un remplacement de BMS, parce qu'il peut aussi y avoir des problèmes sur des cellules ou uniquement le BMS, ce qui peut arriver. Là, effectivement, on branche toujours en charge lente et on contrôle chaque cellule. Notamment chez un certain nombre de fabricants qu'on a interviewés sur des émissions spéciales de chargeurs, mais de chargeurs habituels pour des batteries de moto normales, donc des batteries de 12 volts qui n'ont rien à voir avec ce type de batterie. Ils ont des systèmes pour justement à faire une fois par an qui permettent de remettre un peu la batterie en état. Oui, parce qu'on est sur des batteries au plomb, donc ça demande quand même beaucoup plus d'entretien. Quand on roule, que ce soit avec un véhicule, une voiture ou une moto en thermique, à chaque fois qu'on roule, la batterie se recharge en continu. Donc là, c'est un système de recharge automatique. Et quand la batterie est au repos, là, elle perd sa charge. Comme le lithium, une batterie lithium qu'on va laisser dormir, elle va forcément perdre sa charge. La différence, c'est que là, on est obligé de la charger de temps en temps à la maison, contrairement aux batteries thermiques. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'un client revient avec son scooter, quel qu'il soit, vous lui passez sa batterie systématiquement avec une charge lente? Pas systématiquement, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à ouvrir la batterie, faire attention, la mettre en charge. Il y a un temps d'attente au niveau de la charge, donc ce n'est pas systématique. Une batterie, quand elle est neuve, il y en a qui peuvent avoir 0 souci pendant 1 an et demi, même 2 ans, voire plus. Il y a des clients qu'on voit que pour des entretiens, 0 problème de batterie. On n'a pas de réelle demande encore sur une demande de charge lente sur les batteries. Mais pourquoi pas à l'avenir, peut-être même sortir un chargeur adéquat. Est-ce qu'il y a un conseil, outre ce que l'on a pu dire, qu'il faut donner à un utilisateur globalement qui achète son scooter électrique comme un scooter thermique? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut qu'il pense, particulièrement pour son véhicule électrique? Que ce soit pour le véhicule ou les batteries, le mieux c'est vraiment qu'ils dorment en intérieur, comme tout véhicule, que ce soit thermique ou électrique. Mais sur l'électrique, c'est quand même plus conseillé qu'ils soient en intérieur, dans un garage, pour éviter l'hiver qu'il soit dans des températures négatives. Parce qu'aussitôt qu'on démarre un scooter électrique, lui, il a besoin de chauffer. Que ce soit la batterie, le contrôleur, le moteur, tout ça, ça chauffe. Les conseils, c'est surtout à minima de sortir la batterie, si on le peut, de son véhicule et de la laisser au garage ou à la maison. Et quand on charge, il vaut mieux brancher d'abord le chargeur et puis à la fin brancher le chargeur sur la batterie, ou mettre d'abord le chargeur comme on le fait habituellement sur la batterie et après brancher le chargeur? C'est une très bonne question. Il y a un sens à respecter. On branche toujours d'abord le chargeur à la batterie et ensuite le chargeur au secteur. Et quand on débranche, on fait l'inverse. Et pourquoi? Si on fait l'inverse, si on branche le chargeur au secteur et qu'on amène la prise sur la batterie, il peut se créer des petits arcs électriques qu'on ne voit pas forcément à l'œil, parce que ça se passe à l'intérieur, et ça commence à créer des imperfections au niveau des connectiques, ça crée des faux contacts. Est-ce qu'il y a des add-ons ou des options sur les chargeurs? Parce qu'il y a certains chargeurs, je pense notamment à un chargeur très basique, sans vouloir être vexant, sur le Rider, où il y a juste une lumière verte ou rouge, il ne mesure pas en fait, et sur la batterie non plus, on ne sait pas si la batterie est chargée. Est-ce qu'il y a moyen après coup de mettre
des infos qui permettraient d'indiquer quel est le niveau de charge de la batterie, où on en est? Ce n'est pas encore arrivé. On a certaines marques qui, eux, l'ont. Quand on branche le chargeur au véhicule, on a le temps de charge restant au niveau du compteur. Donc ça, c'est plus des évolutions à venir sur les produits, directement sur le véhicule. Sur le chargeur, ils n'en sont pas encore là. Moi, j'ai la chance de l'avoir sur un chargeur d'atelier, mais sur un chargeur standard, je pense que le coût serait assez élevé. Ça vaut quel prix, pour donner une idée à un utilisateur, la différence de prix entre un chargeur d'atelier comme celui-là et puis un chargeur standard? Et ben, c'est ça qui est un peu fou, c'est pas forcément plus cher. On va être autour des 300 € sur ce type de chargeur. Et sur un chargeur, alors, tout dépend encore une fois de la marque et du modèle, mais on va être sur un chargeur entre 150 et 400 €. Donc on est dans la moyenne. Eux ont un côté un peu plus intelligent quand ils chargent. Il sait déjà ce qu'il va charger, il sait combien de cellules a la batterie. C'est ça la différence avec un vrai chargeur et un chargeur d'atelier. Et quelles sont les précautions? On l'a vu, hein, il y a eu des départs de feu, même en MotoGP, sur les 20 motos de MotoGP qui partaient en feu avant même le début de la saison. Ça, c'était il y a 2 ans. Ici, j'imagine qu'il y a beaucoup d'électriques. Quelles sont les précautions à avoir quand on a comme ça un véhicule électrique? La mise en sécurité de base, c'est-à-dire quand on rentre un véhicule dans un atelier, si on n'a pas besoin d'intervenir dessus sur une partie électrique, on le débranche automatiquement. Le disjoncteur, et on débranche aussi le faisceau de la batterie. Parce qu'on ne sait pas, quand il arrive ici, on ne sait pas forcément pour quel problème il vient. Mais c'est déjà fait en amont, soit en atelier, soit le client l'a fait parce qu'il le sait, ou soit c'est dans le transport, on débranche automatiquement les batteries du véhicule. Voilà, donc mise en sécurité obligatoire, et surtout quand on intervient sur un véhicule, on coupe le disjoncteur, on débranche la batterie. Et petit détail un peu important, quand on le sait, c'est mieux, on met un petit coup de contact une fois tout débranché, parce qu'il y a toujours de l'énergie statique qui reste dans le véhicule. Donc quand on débranche tout et qu'on met un coup de contact, vous allez voir que votre compteur va s'allumer, s'affaiblir et s'éteindre. Donc il reste de l'énergie dans le circuit. Donc il vaut mieux le laisser, même quand on le met en hivernage pour un mois, il vaut mieux tout enlever et puis le laisser sur le contact, ou une fois qu'on l'a mis sur le contact, on le remet dans le vaut mieux revenir sur off, parce que si le jour où on rebranche la batterie, qu'on a oublié que c'est sur on, là tout s'allume d'un coup et on crée des arcs électriques. Est-ce qu'il y a maintenant dans les marques des batteries qui sont vraiment de meilleure qualité, et notamment au niveau du fameux nombre de charges que l'on peut faire? Il y en a qui sont indiqués pour 1000 cycles, d'autres 2000 cycles. Est-ce que c'est un vrai chiffre, ça, ou en fonction des constructeurs, en fait, il y a beaucoup de pipeaux? Non, c'est un vrai chiffre, mais ça va être basé par rapport au milliampère qu'on se trouve par cellule. Plus le milliampère est important sur la cellule, plus longtemps elle tiendra. Donc c'est comme ça que jouent les fabricants. Ils mettent de la qualité et un nombre de cellules important avec un milliampère important pour avoir une belle autonomie et une tenue de vie plus importante. Et quand on parle de cycle de charge, imaginons, comme ça doit être beaucoup le cas chez un certain nombre d'utilisateurs de véhicules électriques, ils n'attendent pas la décharge complète de la batterie, donc ils chargent à 50%, voire quand la batterie elle a juste fait un aller-retour. Dès qu'il y a une charge, c'est un cycle, ou s'il a fait, par exemple, si sa batterie a 100 km d'autonomie, qu'il a fait 5 charges à chaque fois au bout de 20 km, ça compte comme 5 cycles. Mais aussitôt qu'on met la batterie en charge, ça nous donne un cycle. Le conseil, c'est vraiment d'attendre au minimum 20% avant de refaire une charge complète. Dans le lithium, c'est une écriture. Donc si on n'utilise qu'entre 50 et 100% de notre batterie, on n'utilise qu'une seule écriture, qu'une plage d'écriture sur notre lithium. Donc il y a une partie qui va rester, on va dire, neuve, ça reste un schéma, une partie neuve et une partie usée. Donc il vaut mieux toujours utiliser une grande plage plutôt qu'une petite et de temps en temps la grande. Parce que là, on va perdre en autonomie et en longueur de vie. Et donc vous avez indiqué 20%, on peut faire 10%, on peut faire 0% aussi? On peut y aller. Ce qui est le plus important, c'est que si on y va, par exemple, ça peut arriver quelqu'un qui tombe en panne à 0%, le plus important, c'est de rentrer une fois arrivé à la maison et qu'on ait attendu ce quart d'heure de refroidissement de la batterie, qu'on la mette en charge tout de suite. Parce que si on attend, ne serait-ce que toute la nuit, vu que la batterie est tombée à 0, si jamais elle passe un certain seuil, le chargeur ne voudra plus recharger. Et on arrive dans cette phase de décharge profonde. Si jamais on tombe en panne, pensez à la remettre en charge assez rapidement. Quels sont les signaux d'alerte pour un utilisateur de véhicule électrique que sa batterie, il va falloir lui faire une charge lente ou qu'il faut qu'il commence à s'en occuper, à part le fait quand l'autonomie diminue de façon drastique? C'est ça, souvent en fait les gens font des allers-retours travail-maison, donc ils ont l'habitude de faire un nombre de cycles de charge pour aller au travail, revenir.
Donc il y a un moment, par exemple l'hiver, on a des appels où les gens nous disent j'arrive plus à faire l'aller-retour. Et on leur dit oui, il y a l'hiver, faites attention à la pression des pneus, ça joue beaucoup sur l'autonomie. Et attention aussi au cycle de charge, à bien utiliser une plage entre 20 et 100%. On dit toujours 20-80, mais bon, les gens chargent à 100%. Voilà, faire attention à cette partie-là. Sinon, à la longue, au bout d'1 an ou 2 ans, là, on va se rendre compte qu'on a moins d'autonomie sur notre véhicule. Mais la batterie, au bout d'un certain nombre de cycles, va perdre en autonomie, mais en aucun cas, elle n'est HS. C'est-à-dire qu'on peut toujours l'utiliser. Par contre, si on avait 80 km d'autonomie, on va peut-être se retrouver avec une soixantaine de kilomètres. Voilà, et après, ainsi de suite, plus elle se réveille et moins on aura d'autonomie. On n'a pas encore assez de recul sur quelle batterie pourrait durer plus longtemps par rapport à l'ampérage et au voltage identique. Par contre, ce qui va jouer énormément, même s'ils ont le même voltage et le même ampérage, ça va être le poids du véhicule, le poids du pilote, le temps qu'il fait à l'extérieur, le dénivelé de la route et l'entretien du véhicule, pression des pneus. Vous conseillez de passer en concession une fois par an, une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans? Une fois tous les ans. Quand le véhicule est neuf, on préconise au bout des 3 mois ou 1000 km pour faire un premier check du véhicule qui est assez important. Parce qu'une fois sorti d'usine, il y a un contrôle qui est fait chez nous de qualité du véhicule. Mais ensuite, c'est toujours bien au bout de 3 mois de refaire un petit contrôle. Et après, on part sur un cycle annuel. Et après, vous faites aussi de la vidéoconférence, enfin de la vidéo-révision. Comment Oui, vous pouvez faire une révision C'est dingue, on a mis ça en place parce que beaucoup de clients sont loin de nous, parce qu'on livre dans toute la France. Donc le gros avantage, les clients étaient un peu réticents au début, mais au final, quand je leur expliquais que le but était aussi de faire une petite formation, c'était d'apprendre à savoir contrôler ses freins, l'usure des disques pneumatiques, la signalisation, et ben, j'ai eu énormément de remerciements parce que les gens ne savaient pas le faire et ne pensaient pas qu'il y avait autant de contrôle à faire que ce soit sur un véhicule électrique ou thermique. Sauf que le thermique, c'est plus facile de trouver un garage aujourd'hui, de plus en plus facile aujourd'hui dans l'électrique. Mais pour nos clients à nous qui sont loin de nous, on fait des visio-révisions. Et les visio-révisions, elles coûtent aussi cher qu'une révision normale? Non, elles coûtent moins cher, 59 €. On compte à peu près en moyenne une trentaine de minutes. Le but, ce n'est pas de bâcler la révision, c'est vraiment que le client ait compris ce qu'on lui a dit. Quand on fait un contrôle avec lui, on fait en sorte qu'il voit, par exemple, l'usure des plaquettes. Moi, quand il me la montre, le but, c'est vraiment que lui la voie et se rende compte aussi de l'usure, comment elle s'use et pourquoi, ça paraît logique, mais aussi peut-être comment les remplacer aussi à l'avenir. Alors qu'en concession, on est à 99 €. Dans la majeure partie des révisions, c'est quoi? C'est le remplacement des plaquettes et peu les pneumatiques? Les pneumatiques, ça peut être une demande du client par rapport à un partenaire qu'on a avec une marque pour avoir une meilleure adhérence. Après, il y a beaucoup de contrôles, tout ce qui est donc les systèmes des freins, le liquide de frein, la signalisation, et après aussi tout ce qui est connectique. Au niveau des batteries, on regarde justement l'usure des connectiques, donc si elles n'ont pas commencé à avoir des petites impuretés à cause des arcs électriques. Voilà, on va regarder tout ça, les disjoncteurs, on va regarder s'ils ont une bonne tenue, parce qu'avec des secousses, un disjoncteur, ça peut tomber, donc on regarde tout ça. La pression des pneus, il y a tout ce qui est système de roulement aussi, que ce soit au bras oscillant, au niveau des roues, de la colonne de direction, ça reste comme un thermique. Donc du contrôle, du graissage et de l'entretien. Un point à ajouter? Pensez à la pression des pneus pour gagner une bonne autonomie et pensez aux recharges de sa batterie. Merci Franck. Pas de problème. Bon, ben voilà, vous savez tout maintenant sur les batteries, les cellules, les chargeurs, ce qu'il faut faire pour entretenir votre 2 roues électrique. J'espère que cette émission vous a plu. On vous invite à nous retrouver chaque dimanche pour l'hebdo pour parler des nouveautés moto, qu'elles soient thermiques ou électriques, et puis de toute l'actualité du monde de 2 roues. Eh bien, d'ici la prochaine fois, si vous n'êtes pas encore abonné, que vous découvrez la chaîne aujourd'hui, pensez à vous abonner en cliquant en bas à droite et je vous dis à très vite pour la suite.